Un livre dans le tiroir. Samantha Bailly. Tac, tac. Oui, allô? Samantha, c'est Alexandre pour Kobo. Oui, bonjour. Kobo présente un livre dans le tiroir. Une collection de podcasts dédiée à l'auto-édition réalisée par En Roue Libre. Alexandre. Épisode 1, Alors ça bosse? rencontre Ah oui, ça avec va, Samantha ça bosse. Bailly. On va peut-être prendre le temps. Et on va peut-être... Retirez votre manteau si vous voulez. Exactement. Vous avez vu que j'ai... J'espère que vous n'êtes pas allergique au chat. Non, mais alors justement, il est où, Hélios, là? Il est là. Derrière. Oh là! Description de la bête. Il est gros, il est roux. Il a... Quoi d'autre? Il est très gros. Non, mais là, il est placide. Ah oui, ah non, mais il est contemplatif. Là, il sait qu'on parle de lui. Ah oui, il est très malin. Et il vous regarde d'un air... Voilà, genre... Il me jauge, là. Qui est-il? Que vient-il faire? C'est ça. On dit que le chat est l'animal de l'écrivain. Bon, bah, on est tout à fait dans le stéréotype, là, je pense. Mais il n'est pas seul, il y en a un autre. Ouais, mais alors lui, il se cache, l'autre. Je me rappelle plus de son nom, d'ailleurs. Il est tellement discret que personne ne le voit. C'est pas vrai, tout le monde le voit. C'est la star d'Instagram. Alex. Samantha Bailly est la talentueuse auteure dont je t'ai parlé, qui a publié son dernier roman en auto-édition sur Kobo Writing Life, après en avoir écrit et publié une trentaine depuis ses 14 ans. Son parcours, ses débuts dans le blogging, sa rencontre avec sa communauté, font d'elle la candidate idéale pour le premier épisode du podcast que nous voulons lancer à Livre Paris. Oui, c'est moi qui lis là. Bonjour Alexandre, ravie de faire votre connaissance. Dans l'idée, je crois que j'aimerais surtout parler de processus d'écriture, de façon de travailler, de parcours individuel en tant qu'auteur, de chemin jusqu'à un livre, peu importe sa forme. Samantha Bailly, presque 30 ouvrages. Bon, les gens vous interrogent toujours aujourd'hui en disant « Mais comment, à 30 ans, on a autant publié que ça ?» Moi, ce qui m'interrogerait, c'est de savoir comment ça a commencé. C'est une bonne question. Ça a commencé très tôt, mais là où c'est peut-être le plus intéressant, c'est... je me souviens très bien en 6e, quand vous arrivez et que vous êtes dans cette salle de classe et qu'on vous dit, voilà, vous allez prendre une feuille A4 que vous allez couper en deux. Vous allez marquer votre nom, votre prénom, ce que font vos parents, nanana, et puis à la fin, qu'est-ce que vous voulez faire, profession envisagée. Et moi, j'avais marqué écrivain en 6e. Parce que pour moi, d'ailleurs... C'était un métier, il n'y avait même pas d'ambiguïté. En 6e, j'adorais écrire des histoires. On me disait qu'avoir un travail plus tard, c'était essayer de faire autant qu'on le peut quelque chose qui nous plaît, même si c'est pas facile. Et moi, je m'étais dit, ma passion, c'est d'écrire des histoires depuis toute petite. Ce que j'ai envie de faire de mon temps de vie, parce qu'il y avait aussi une conscience aiguë de se dire, de voir beaucoup d'adultes aussi autour de soi qui disaient... Moi, si c'était à refaire, je ferais différemment. Il faut faire ce qui nous tient le plus à cœur. Donc je me disais, j'écoutais très bien ces conseils-là en me disant, très bien, ce sera donc l'écriture. Et qu'est-ce qu'ils disaient vos profs? Et puis alors, moi, je pense surtout aux profs de français. Il y avait ça pétillait, de voir ceci signifier, affirmer aussitôt. C'était quelque chose qui était pour eux insolite, qu'il fallait souvent sur une corde qu'il fallait tirer. Ça dépend des enseignants, hein, mais j'ai rencontré... Ah, mais là, je parle de celui qui est en 6e. En 6e, alors Madame Massino, Madame Massino me rappelait à ma grand-mère. Ah oui, mais bon, c'est pas drôle. Mais elle a toujours été très bienveillante, c'est-à-dire que je pense que il n'y avait pas une attention particulière, c'était c'est très bien, c'était un encouragement. J'ai pas entendu par exemple des profs me dire c'est impossible, etc. C'était plutôt au lycée, mon prof de maths était très lassé du fait que je passe mon temps à écrire pendant ses cours. Ce que je comprends, mais maintenant comme ses enfants lisent mes livres, on s'est réconciliés. Après Madame Massino, votre professeur de français en 6e, c'était où d'ailleurs? Alors, le collège était à Rémalard, c'est dans le Perche, dans l'Orne, voilà, précisément. Et c'est là où vous avez grandi, Samantha? Oui, j'ai grandi du coup en Normandie, en Basse-Normandie précisément. Et je suis arrivée à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis arrivée en 2010 pour travailler, tout simplement, comme beaucoup de gens. Madame Massino ne savait peut-être pas que vous alliez aller aussi haut dans la profession, et en tout cas aussi loin. Est-ce que, Samantha Bailly, vous vous souvenez du premier manuscrit qui naît, alors dans ces cas-là, celui que vous engendrez alors que vous étiez encore toute petite, peut-être plus dans la classe de Madame Massino, mais pas si éloignée?
Et il y en a eu plusieurs, hein, mais je crois que c'était vraiment plus en cinquième que j'en ai terminé plusieurs d'ailleurs, qui étaient, c'était des petits romans, mais quand même assez longs. Il n'y a pas si longtemps, j'ai repris les archives d'un disque dur externe que j'ai retrouvé, et donc voilà, j'ai découvert l'ampleur de tous les romans que j'avais écrits, on va dire, entre la cinquième et la troisième déjà. Et c'était quand même des romans qui faisaient 100, 200 pages, il y avait des histoires très contemporaines, des histoires d'adolescents qui fuguent, bien sûr, hein, parce que c'est assez logique. Beaucoup d'histoires autour de l'empathie, autour de pouvoir, des histoires de fantasy aussi, je pense, qui étaient un peu marquées par les jeux vidéo auxquels je jouais à l'époque, comme Final Fantasy, voilà, ce genre de jeu que j'ai adoré et qui venait aussi un peu énerver cet imaginaire, parce qu'il n'y avait pas... Je pense que l'inspiration, elle ne venait pas que des livres que je lisais ou même des films ou des séries. Le jeu vidéo avait déjà une grande part dès l'adolescence sur l'envie d'écrire. Et du coup, ouais, je pense qu'en cinquième, c'était ces livres-là. Donc il y en avait plusieurs. Et petit à petit, ça s'est affirmé de plus en plus. Alors, il y en a que j'ai terminé, il y en a que je n'ai pas achevé. C'est-à-dire que j'avais écrit genre 3 tomes, évidemment, d'une série en 5, évidemment. Voilà. Mais en fait, en réalité, entre les années collège, j'ai un nombre de manuscrits dans le tiroir, justement, très impressionnant. Ça fait un peu peur. Qu'est-ce que je faisais? Mais je pense que c'était... On va reparler du Perche, mais c'est parce que c'est intéressant. C'est une époque où... Internet, pour ma part en tout cas, était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité, et où c'était encore les modems, donc les connexions étaient quand même limitées, hein. Donc en réalité, quand vous êtes un enfant dans le Perche, ou vous êtes dans un hameau isolé, vous vous baladez, il y a la vie de village, etc. Mais en réalité, c'est une vie avec beaucoup de douceur de vivre, beaucoup de calme, et peut-être l'espace aussi pour imaginer des choses. Et je pense qu'il y avait beaucoup dans cette envie d'écrire très jeune, une vraie stratégie aussi pour éviter l'ennui, en fait, tout simplement. Parce que s'ennuyer, c'est très vite, très très vite, avoir des idées et puis, en l'occurrence, les écrire. Il y en a une où vous avez encore le titre, parce que je sais, Samantha Bailly, pour avoir beaucoup regardé les conseils d'écriture que vous prodiguez sur votre chaîne YouTube, vous ne pouvez pas commencer sans avoir le titre. Oui, c'est vrai. Jamais je commence sans avoir un titre. En fait, pour moi, le titre, c'est très important. C'est je dirais, le fil conducteur de toute l'histoire. Et j'ai toujours le début, le titre et la fin quand je démarre. J'ai besoin d'avoir ces éléments-là parce que c'est un peu comme un titre. Je trouve que c'est un peu l'aimant qui permet de se situer et de jamais lâcher l'idée première. Ça oblige, en fait, en quelques mots, à vouloir résumer en substance ce qu'on a envie de dire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai toujours le titre. Bon, alors, mes premiers titres, c'était... Justement, je suis en train de regarder sur mon ordinateur pour les retrouver, histoire de bien... Où est-ce qu'ils sont cachés? Ils sont cachés, là, dans les archives. Voilà, archives. Alors, nous avons Anjou Démon, La Guilde Chimérique. Je me souviens que j'étais dégoûtée quand Dan Brown avait sorti Anjou Démon. Je m'étais dit, mince, mais c'était mon titre. Le Sceau de l'Orange. Et là, j'ai un truc vieux roman, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je regarde. C'est même pas du Word, tellement c'est ancien. Ça commence comment? Ah non, mais oh là là. Non, mais alors ça, j'ai écrit ça quand j'avais 13 ans. Alors, c'est vraiment la honte. Enfin, ok, bon. Introduction, marqué en très très gros. Et il s'appelle comment? Mais il a pas... Le pauvre, il y a une préface et il n'a pas de titre. Donc, on ne sait pas. Il s'appelle Volume 1, donc pour le moment, on ne sait pas. Voilà. Ça commence par « Laissez votre esprit s'évader ». Donc déjà, ça commence pas très bien. « Visionner un monde loin du nôtre, un monde qui ressemblerait au nôtre, avec quelques différences tout de même. » Voilà comment ça commence. Ah non, j'en veux plus. Ah non, mais je ne vais pas tout dévoiler. Mais là-dessus, il y a quand même quelque chose qui interpelle. C'est-à-dire que cette injonction, visionner un monde qui ressemble au nôtre, vous convoquez déjà l'imaginaire du lecteur, vous êtes déjà dans la peau de Balzac. Voilà. Bon, c'est vraiment inédit, hein, attention, hein. Les romans. Alors, ça commence par... Clémence était assise confortablement dans le grand fauteuil de taffetas rouge de sa chambre. Lentement, elle glissait la brosse nacrée dans ses cheveux qui luisaient, comme le soleil pâle de l'aube entrait par sa fenêtre, et s'étendait sur le champ de neige d'un blanc parfait, parsemé de maisons qui laissaient s'échapper d'épaisses fumées blanchâtres de leur cheminée. Alors déjà, ça ne va pas cette phrase-là. Si je dois me recorriger, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'adjectifs. Mais bon, c'était... Voilà. Mais si Anne-Fleur Multon est là en train de rigoler, c'est qu'elle se dit, tiens, mon Dieu, que de clichés. Ah bah oui, ça va, oui, là je pense qu'on est... Alors, tuto sur le cliché.
Mais oui, alors le cliché, mais c'est toujours difficile à définir. Ce qui définit un cliché, c'est un motif ou d'ailleurs une scène ou une description qui est tellement vue et revue qu'elle devient en soi déjà, comment on pourrait l'exprimer d'ailleurs. Oui, le cliché, enfin, c'est toujours difficile parce qu'on vit tous et on écrit tous par rapport à l'intertextualité, c'est-à-dire qu'on doit tous écrire par rapport au texte déjà existant et par rapport à des situations qui ont déjà été traitées. Mais c'est vrai que le cliché, c'est ce qu'il y a de plus éculé, vu et revu. Et bon, là, on est quand même dans un cliché, hein. Ça démarre. Bon, cette jeune fille, j'imagine que, je ne sais pas, je crois qu'elle est magicienne d'ailleurs. Je pense qu'elle est magicienne de mes souvenirs, qui est installée dans ce grand fauteuil, qui se brosse les cheveux avec sa jolie brosse et qui regarde par la fenêtre, etc. Bon, oui, c'est... Harry Potter n'est pas loin finalement. Ah, je pense qu'il y a l'influence Harry Potter, il y a une influence et de jeux vidéo, et aussi à La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, qui est un roman qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Donc là, de toute façon, dans ces débuts-là, on sent les influences. Mais c'est complètement normal, je vous dirais. C'est comme quand on démarre et qu'on dessine, on apprend à dessiner très souvent en essayant de s'inspirer ou en copiant en fait voilà, ce qu'on voit. Quand on est jeune et qu'on écrit, si on reprend la plupart des écrits de jeunesse de chacun, il y a la part de personnalité et puis il y a une sorte de part d'imitation qui est évidente parce que c'est aussi une façon de se rassurer très certainement. D'ailleurs, je trouve que le parcours de l'auteur, ce qu'il y a de plus passionnant et de plus difficile, c'est de rester sur sa singularité, de l'exprimer et d'assumer justement cette singularité-là et la voix qu'on a nous, parce que de toute façon, c'est évident qu'on est toujours... on est comme des éponges, donc on est forcément influencé par ce qu'on croise, par ce qu'on voit, etc. Il y a des souvenirs d'ailleurs de ces moments d'écriture dans cette chambre de l'adolescente du Perche. Il y a des souvenirs de conjuration peut-être, de la solitude, de l'ennui. Il y a une nostalgie de cette magie du passage à l'acte. J'ai pas l'impression que ça ait tant changé que ça, enfin dans le rapport à l'écriture, parce que c'est sûr que le rapport à l'écriture, ça peut être une façon de déjouer, mais je pense que c'est aussi une façon d'être au monde. Quand à ce point-là, on a autant écrit qu'on écrit autant, moi je le sais de manière intime, c'est quelque chose pour moi qui est vital. C'est comme ça, mais je le sais, c'est pas... c'est cliché d'ailleurs de le dire, mais c'est là, c'est une force, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de sublimer le monde aussi, c'est-à-dire que on prend la matière de ce qui nous entoure, et de notre vécu, et de celui des autres, et de ce qu'on observe, et puis on essaye de créer quelque chose avec. Et c'est ça que je trouve le plus fascinant dans l'écriture, et je le sais depuis que je suis toute petite, que c'est ce que je dois faire. Et c'est comme ça. Et du coup, je pense que c'est pas des souvenirs de nostalgie, c'est des souvenirs qui sont très proches de ceux que j'ai aujourd'hui, d'être en train de faire ce que je sens que je dois faire ici. Mais quand est-ce qu'on passe à l'acte ? Quand est-ce que ces manuscrits qui finissent, même très jeunes, à encombrer le tiroir, quand est-ce qu'on demande à ce qu'ils soient vus, à ce qu'ils soient publiés ? Je suis passée à l'acte très tôt. C'est qu'en fait, donc dès que j'avais 14 ans, j'ai pas d'explication à ça, c'est que je voulais que ce soit lu. Pour moi, c'était un truc naturel. Je me posais pas d'ailleurs même la question du jugement. Je me disais, bon, il faut s'améliorer. Donc pour s'améliorer, il faut soumettre au regard des autres. Il faut accepter la critique. Il faut que je montre mes textes pour m'améliorer. Enfin, pour moi, c'était très très simple dans mon esprit. Donc j'ai créé un site internet avec l'aide d'un ami qui est un site qui était... et un blog et un site avec un forum de discussion. Et du coup, c'était vraiment un site d'auteur déjà que j'avais fait à 14 ans. Et sur ce site, je mettais mes écrits en ligne. Et il y avait toute une communauté de lecteurs qui voilà, se baladaient par là, lisaient. Et sur ce forum, on échangeait. Donc tous les jours, j'allais sur le forum, j'échangeais avec eux. Ils me faisaient leur retour. Une lectrice qui est devenue une amie qui s'appelle Émilie était un peu plus âgée que moi. Elle était arrivée sur ce forum. Et puis elle était étudiante. Et sur son temps libre, elle corrigeait les textes, on discutait, etc. Et du coup, pour moi, c'était très naturel de les mettre en ligne. Et puis petit à petit, j'écrivais. J'ai beaucoup écrit au lycée, notamment. C'est là que j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Oraison, qui est le premier qui a été publié, du coup. Je l'ai écrit l'année de la terminale. Et j'ai pris beaucoup de temps pour le réécrire, pour le corriger, justement via Internet, via des communautés de lecteurs. Et j'ai trouvé un éditeur, pendant que il est sorti en 2009, donc j'ai trouvé un éditeur en 2008. Et c'est là que j'ai commencé, du coup, à m'intéresser à ces questions vraiment d'édition,
puisque c'était un petit éditeur qui s'appelait 1000 saisons. Ça me permettait pas du tout d'en vivre ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça que ça a démarré. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que le jour des précommandes, en fait, moi je pensais qu'il y aurait genre mes parents justement qui allaient le commander et puis bon, peut-être les cousins quoi. Et en fait, on a eu plus d'une centaine de précommandes et c'était tous les gens qui ne s'exprimaient pas forcément, mais qui suivaient en fait dans l'ombre d'internet ce que je faisais depuis que j'étais toute jeune. Et c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Vous avez oublié un moment, c'était celle de la réception de la lettre de l'éditeur après avoir envoyé le manuscrit. Oui, alors en fait, j'avais envoyé le manuscrit à 6 éditeurs. Sur ces 6 éditeurs, 2 ne m'ont jamais répondu, dont un qui a réédité d'ailleurs aujourd'hui Oraison, donc c'est assez drôle. J'ai eu 2 refus d'un éditeur qui aujourd'hui est un de mes éditeurs principaux, donc ça aussi c'est assez rigolo. Des refus détaillés ? Non, d'ailleurs, ils n'étaient pas très détaillés. C'était vraiment la lettre type, en fait. La lettre type de refus classique. Et j'ai reçu 2 acceptations de petites maisons d'édition. Et j'ai choisi entre les 2 une maison d'édition que je connaissais bien parce que je lisais certains de leurs ouvrages, que je les avais d'ailleurs souvent vus. Eux-mêmes me connaissaient parce que j'étais assez active sur Internet dans leur communauté. Et c'est comme ça vraiment que je dirais l'aventure éditoriale a commencé. Et elle est déjà en soi, dès sa naissance, je dirais, cette aventure-là, un mélange entre une communauté de lecteurs en lien direct avec qui je partageais mes textes et puis l'édition plus traditionnelle. Puisque aujourd'hui, cette aventure éditoriale, j'aime bien le terme continue, qu'il y a une œuvre, qu'il y a une trentaine d'ouvrages. Samantha Bailly, je vais essayer de vous faire écouter quelque chose qui va vous amuser peut-être. Bonjour, est-ce que vous auriez Marel? Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on cherche? Roman? C'est un libraire? Dans une librairie? C'est vous qui allez demander le roman dans une librairie? Il cherche, ça va être compliqué. Infos, là, on est juste comme une Marelle. Ouais. Marelle de Cortázar. Marelle de Cortázar. Me dites pas qu'il va falloir que je l'achète chez Amazon. C'est rigolo. Si. Bah, je suis décidé. Ah mais vous l'avez? Vous l'avez en stock? Incroyable, magnifique. Encore que vous êtes là. Waouh, et c'est le pavé en plus, hein. Vous l'avez acheté vous aussi, hein. Vous l'avez lu, hein. Le Cortázar, ah bah oui. Il l'avait en stock donc. Parfait. Et alors, est-ce qu'il y aurait aussi un autre de quelqu'un qui s'appelle Samantha Bailly? Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Marelle. Ouais. Le son est pourri, hein, mais c'est normal, c'est le téléphone. Alors, Samantha Bailly. Elle a écrit le livre qui s'appelle Marelle. Elle n'a pas écrit? Elle n'a pas écrit de livre qui s'appelle Marelle. Alors je vais prendre celui de Cortázar. D'accord. Donc 14,50 €, s'il vous plaît. Mais elle a beaucoup écrit. Je suis sorti de la librairie, de chez mon libraire, avec la réédition de Cortázar, de Julio Cortázar. Et puis, on parlait de l'importance du titre chez vous. Samantha Bailly, évidemment, vous piquez celui de Cortázar, comme ça. Mais en fait, vous vous emparez de son univers. Et on a une deuxième Marelle, mais on a une Marelle qui est impossible à trouver. Quel jeu de piste incroyable. Chez tout libraire, pour la simple et bonne raison que... Bah, qu'il est en numérique. Donc il n'existe pas en format papier. Donc il est trouvable sur des librairies en ligne, mais il n'est pas trouvable physiquement en effet. C'est un choix? Oui, et puis c'est une expérience pour moi. C'est-à-dire que l'auto-édition, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis un moment. Ça fait partie un peu de mon raisonnement, aussi de mon parcours. Et comme je l'ai déjà pas mal de fois dit, c'est vrai que ce roman-là, pour moi, était très particulier. Ça faisait des années que je le retravaillais et ça fait partie des romans que j'ai écrits ces dernières années sans aucune contrainte. Ça fait maintenant 10 ans que je publie, ça fait 6 ans que je vis de l'écriture et il n'y a pas non plus de secret. Quand on vit de l'écriture, on sort des livres assez régulièrement, voilà, tout simplement. Donc la question, c'est toujours le prochain livre. Et de ce que j'ai vécu moi comme expérience éditoriale, c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on demande à l'auteur dans la vitesse en fait d'écriture, parfois je me suis dit c'est un peu un piège parce que du coup d'écrire vite et ça permet de publier vite et d'un autre côté il y a une autre temporalité de la création où il y a des moments donnés où pour ce livre-là, pour la Marelle, j'ai senti que j'avais pas envie de le publier tout de suite, qu'en fait je voulais prendre le temps, que j'y passerais des années s'il le fallait pour le corriger, pour le remanier et qu'il y avait justement pas d'urgence. Et c'est pour ça que
dans ce cheminement, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas, maintenant là, que ça fait 10 ans que je publie, faire un peu un pas en arrière, tout simplement, regarder tout ça avec lucidité et se dire, eh bien pourquoi je ne reviendrais pas aux sources, quelque part, c'est-à-dire ma communauté de lecteurs, pour partager avec eux un roman que je vais construire en tant que livre, mais là, livre numérique, je ne parle même pas d'un objet papier, avec eux. Donc, les lecteurs ont participé en ligne au choix de la couverture. Il y a eu un shooting photo, il y avait différentes couvertures et ils ont vraiment choisi parmi les différentes propositions. Je tenais une sorte de journal de bord en ligne où je leur racontais comment ça avançait, où j'en étais de mes corrections. Et je l'ai vraiment vécu comme une forme d'aventure collective. Si mon libraire est un peu perdu parce qu'il ne l'a pas en stock et pour cause, en revanche, les éditeurs, eux, doivent grincer des dents. C'est quelque chose, ce choix de publier qu'en numérique qui a suscité, Samantha Bailly, un début de polémique. Oui, mais je pense que l'auto-édition, c'est encore un sujet qui est complexe pour la communauté du livre parce que le livre, c'est un milieu très paradoxal. Culturellement, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie peur du numérique. Ça fait très longtemps qu'on entend dire le livre numérique va décimer le livre papier, c'est la fin du livre, etc. Bon, rien de tout ça ne se produit. Du coup, moi, j'ai jamais été pour ces visions très antinomiques que je trouve réductrices. Et je pense que la lecture, en fait, elle arrive sous tout support, que le support livre est bien sûr très important, qu'il a des caractéristiques. C'est Régine Détambel qui a écrit Les livres prennent soin de nous, qui est un magnifique éloge de la lecture, justement, de l'effet du papier, etc. Et en même temps, les écrans font aussi partie de notre vie aujourd'hui. Là, ce qui m'a intriguée dans cette polémique, c'est qu'elle mettait au jour l'idée selon laquelle un auteur n'existe pas sans éditeur et sans chaîne du livre. Or, moi je crois que la chaîne du livre et les éditeurs existent parce qu'il y a des auteurs. Et on l'a peut-être oublié dans les rapports qui nous lient les uns aux autres, mais la chaîne du livre, c'est supposé être une chaîne de solidarité. Aujourd'hui, les auteurs, ils vivent dans une situation sociale, économique qui est absolument catastrophique. Ce que j'ai appris, moi, en 10 ans, c'est que quand j'étais en 6e, j'avais marqué profession écrivain, parce que c'est le regard d'une petite fille qui trouve ça juste normal qu'écrire ce soit un métier, comme il y en a plein d'autres, en fait, dans la vie. Et ce que j'ai constaté au bout de 10 ans, c'est que pour moi, c'est un métier. Pour ma famille, c'est un métier. Pour la société, déjà un peu moins. Mais pour la chaîne du livre, ça n'en est pas un. Et ça, c'est un vrai problème. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que toutes ces choses-là vous font dire qu'en ce moment, c'est même dur. Là, vous travaillez à 4 mains avec Anne-Fleur Multon, mais c'est dur de se concentrer sur ce métier quand on sent qu'il est menacé. Bien entendu, parce que c'est la question du métier. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus d'auteurs en France. C'est pas vrai. On continuera toujours à écrire, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que ça va rester un métier ? Est-ce qu'on pourra encore, on ne dit pas en vivre bien, hein, on dit juste en vivre décemment dans la juste répartition de la valeur d'une chaîne qui est aujourd'hui une industrie qui génère une économie qui se porte bien. Et je crois qu'il est temps que la chaîne du livre, justement, écoute les auteurs, que ce soit pas pris à la légère, c'est un vrai sujet. Et auto-éditer en numérique, ça devrait même pas être un sujet. Pour moi, c'est une question de survie. Samantha Bailly, forcément, il y en a qui sont intrigués par ce mystère, qui est ce geste-là, qui est l'écriture. Et puis vous avez eu de cesse, depuis ces 10 ans, de leur expliquer cette mécanique de l'écrivain, de leur expliquer comment ça marche. Il y a une méthode, Bailly ? Oh non. Non, en fait, ce qu'il y a d'assez complexe dans l'écriture, c'est je dirais qu'il y a plusieurs choses qui s'articulent. Déjà, une part importante qui est donc les idées, la façon dont elles viennent. Et là, on est sûrement dans la partie la plus obscure de ce processus, qui est en fait un processus qui est très souterrain, qui est très inconscient. Moi, j'ai pas eu une seule idée qui est venue de la même façon pour écrire un livre. J'ai eu une idée de roman qui est apparue un jour où j'étais sous la douche et j'ai eu visuellement
des images qui me sont apparues très très fortes et je me suis dit je vais raconter une histoire avec ces 3 images qui ont comme ça surgi quand j'étais sous la douche. Il y a eu des livres que j'ai eu envie d'écrire parce que je me suis réveillée d'un rêve qui était tellement puissant qu'on se dit que ça y est, on a le début de quelque chose. Et puis tout simplement des idées qui sont venues, je prends oraison, c'est mon prof de philo qui avait prononcé le mot oraison pendant un cours de philo et j'avais commencé à me dire oraison c'est vraiment un mot beau, qui a une belle charge poétique. C'est quoi une oraison? Alors je suis allée voir, intéressant les oraisons funèbres. Mais si on imaginait un monde dans lequel ces oraisons funèbres avaient un autre rôle, un monde dans lequel la mort ne serait pas exactement perçue comme elle l'est par notre société aujourd'hui, et ainsi de suite, et de fil en aiguille. Du coup, cette partie-là des idées, elle est vraiment propre à chacun et elle surgit. Ensuite, la vraie question, c'est comment on va les organiser et comment on va créer une histoire, ce qui est encore une toute autre paire de manches. Et du coup, je dirais que sur les questions techniques ou de méthode, moi j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, des ouvrages de narratologie qui justement vont rentrer dans la mécanique de l'écriture, mais qui ne sont pas du tout des ouvrages que j'avais lus avant. C'est-à-dire que, en fait, c'est sûrement des méthodes qu'intuitivement j'ai appliquées, mais sans trop savoir comment, parce que le chemin empirique, il est aussi le nôtre. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de les lire. Non pas que ça formatait, comme j'ai pu l'entendre sur toutes ces théories qui parfois peuvent un peu crisper l'image de l'auteur tel un génie qui déverserait d'un coup son flux d'idées sans aucune contrainte. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de... Comment dire ? On essaye de cacher la dimension travail dans l'écriture et dans le geste de l'écriture et dans la mécanique de l'écriture, justement à cause de cette mythologie du génie, comme si écrire c'était quelque chose de spontané qui venait, qui ne demandait aucun effort, et que c'était ça d'être un bon auteur. D'ailleurs, c'était d'être un auteur pour qui tout était fluide et facile. Or, c'est pas du tout le cas. C'est comme dans le dessin, je vous dirais, c'est comme dans le sport. Il y a du travail, il y a de l'acharnement, il y a des reprises, il y a des échecs, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'ai l'impression qu'il y a qu'en écrivant qu'on devient écrivain, ce qui n'exclut pas ces méthodes qu'on peut aller lire. Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre, par exemple, à aller lire un livre de narratologie ? Au pire, on aura simplement éclairé certains mécanismes qu'on a déjà en nous, où on aura certaines astuces qu'on va pouvoir essayer. C'est pas des recettes toutes faites, c'est tout simplement des guides ou des façons de réfléchir à sa pratique. À ceux qui ne l'ont pas ouvert, ou en tout cas à ceux qui ne l'ont pas sorti, ce manuscrit, ce livre qui est dans le tiroir, vous leur dites quoi ? Je leur dis que la vraie question qu'il faut se poser, je pense, c'est pourquoi on a un livre dans le tiroir ? D'où il vient ce livre, ce manuscrit ? Qu'est-ce qu'on a profondément envie d'en faire ? Est-ce que c'est une façon de s'exprimer ? Est-ce que c'est une transmission ? Est-ce que c'est une volonté de le partager au monde ? Et en fonction de ce qu'on ressent par rapport à ça, choisir maintenant ce qu'on a envie de faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que l'écriture, c'est... on est dans de la création, on est aussi dans un acte qui est profondément intime et qui nous relie à des choses essentielles de notre vie, et que rien que pour ça, ça vaut toujours le coup de le sortir du tiroir. Kobo présente Le choix du libraire. Marie Rajaonav, racontez-nous une histoire, racontez-nous le choix du libraire, le choix de Kobo. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 2 sœurs. Elles s'appellent Nell et Eva. Elles ont 17 et 18 ans et elles vivent dans la maison familiale au cœur de la forêt. Elles sont à 50 km de la ville la plus proche. Quand on ouvre le livre, elles sont prostrées dans leur maison. Elles sont dans l'attente, elles sont passives, elles sont endeuillées. Et en fait, le livre fait des allers-retours entre leur vie actuelle, seule au cœur de la forêt, et leur vie d'avant. Mais avant quoi ? En fait, c'est avant la rupture, avant la catastrophe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un virus, une catastrophe écologique, une guerre, une épidémie, on ne sait pas. On ne sait pas, il faut survivre. Il faut survivre, il faut se serrer les coudes et il faut apprendre à vivre différemment. Et en fait, quand on ouvre le livre, elles sont dans l'attente, dans la passivité, la survie. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'elles vont passer de cette survie
à la vie. Elles vont se reprendre en main et reprendre les rênes de leur vie. Il y a, j'imagine, une angoisse qui, tout au long du récit, progresse, devient presque insupportable. Comment on vit avec ? C'est comme une courbe de deuil. En fait, ces jeunes filles, elles sont endeuillées. Elles doivent faire le deuil de leur vie d'avant, parce qu'elles ne vont pas la retrouver, cette vie d'avant, c'est fini. Et elles font aussi le deuil de leurs parents. Et c'est comme une courbe de deuil, c'est-à-dire qu'il y a ce moment d'hébétude, de passivité, de refus de voir la réalité en face, et ensuite la prise en main de la vie, la prise en main des choses. Et ce qui est extrêmement touchant dans ce roman, c'est le rôle de la forêt dans le récit. En fait, le titre anglais de ce livre, c'est « Into the Forest », qu'on pourrait traduire par « Au cœur de la forêt ». Là, le roman en français s'appelle « Dans la forêt ». Mais c'est vrai que la forêt a un rôle crucial, c'est un personnage à part entière dans ce roman. La forêt est à la fois leur environnement, leur lieu de vie, c'est à la fois un lieu de ressources pour elles, ça aurait pu être des menaces, mais c'est aussi un lieu de refuge. Et c'est le regard qu'elle porte sur la forêt, c'est le regard qu'elle porte sur la nature qui est extrêmement intéressant à lire. En fait, si on devait qualifier ce roman, on pourrait dire que c'est un roman post-apocalyptique, puisqu'il y a cette espèce de rupture, la catastrophe, et qu'il faut se débrouiller. Et on pourrait également dire que c'est un roman de nature writing, c'est-à-dire que la forêt, les préoccupations environnementales sont au cœur également du récit. Mais vous êtes presque aussi terrible, vous êtes presque aussi cruel que les ingrédients du roman. Qui est l'auteur ? L'auteur, c'est Jean Egland. Et en fait, c'est son premier roman. Il a été publié en 1996 aux États-Unis. Et les éditions Gallmeister, qui sont spécialisées en littérature américaine, nous ont retrouvé cette pépite il y a quelques années. Et donc, il est traduit en français depuis 2 ans. Et c'est un vrai coup de cœur. Vous avez dit Jean Egland ? Oui, Jean Egland, c'est quand même une figure. Elle est professeure de lettres aux États-Unis. Elle est aussi apicultrice, donc elle a un rapport très particulier à la nature, donc ça se sent dans ses écrits. Il y a une vraie vocation, il y a une vraie préoccupation environnementale dans tout ce qu'elle écrit. Elle a une écriture très féminine aussi. Elle sait très bien décrire les sentiments, notamment de l'adolescence, puisque les jeunes filles ont 17 et 18 ans. C'est une très très belle écriture, très sensible. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle est complètement anti-Trump. Et que c'est pour ça aussi que le livre a eu un très bel accueil en France quand il a été sorti, parce que c'était un peu le livre anti-Trump. Dans quel état vous êtes sorti de la lecture de ce livre ? Vous vous souvenez ? Surprise. En fait, je suis sortie très surprise de la lecture de ce livre parce qu'a priori, vous mettez dans le même descriptif roman post-apocalyptique et nature writing et je vous dis bof. Et en fait, ce qui est un des plaisirs de la lecture, c'est d'être surpris, de se prendre une claque et de se dire je suis sortie de ma zone de confort, de ce que je sais aimer et j'ai découvert quelque chose qui est complètement différent et j'ai ouvert une fenêtre sur autre chose. Au point d'avoir envie de le partager aujourd'hui. Exactement. Si vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir, cette collection de podcasts proposée par Kobo et réalisée par En roue libre, faites-le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'auto-édition sont disponibles sur le blog www.kobowritinglife.fr.